Didier Bourdon, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation qui, quand même, vous est choix pour l'ensemble de votre œuvre, bien sûr, pour tout ce que vous avez fait, qui est beaucoup plus riche que les sketchs des Inconnus uniquement, et qui aboutit à cet album, Le Bourdon, dont on va parler aussi parce que, d'abord parce qu'il est excellent, parce qu'il est drôle, parce qu'il est agréable et parce qu'on y retrouve votre don pour les mélodies qui en fait était apparu à tous ceux qui écoutaient réellement les chansons des Inconnus. Première question, mais pourquoi vous vous mettez à la musique puisque c'est le titre de la première chanson. Non, mais Pourquoi tu te mets à la musique, qui est une sorte de coup de griffe? Oui, un coup de griffe, puis aussi une chose un peu sincère, c'est-à-dire qu'en fait, ça demande du temps. Et bien évidemment, quand on vieillit, on se rend compte qu'on ne peut pas être partout, donc il faut faire des choix. Mais en revanche, bon, on peut être aussi acteur et un peu chanteur, compositeur et tout. Mais c'est vrai que j'ai décidé de sortir cet album parce que j'ai eu un peu plus de temps. On va dire avec période coronavirus, c'est vrai, il y a un peu de ça aussi, puisque ceux qui ont travaillé sur cet album allaient beaucoup moins en tournée, puisque les tournées étaient annulées. Donc ils ont pu vraiment se focaliser sur l'album, travailler, être focus, comme on dit, vraiment sur ce travail-là pendant au moins 1 ou 2 mois pour bien finaliser la chose, et c'est là où j'ai décidé de le sortir. Mais sinon, oui, il y a eu plein de moments où j'aurais pu, puis j'ai dit, mais non, j'ai pas assez travaillé sur ce texte-là. Donc voilà, je remettais toujours au calendrier le projet, parce que j'avais aussi du travail, hein, je vais pas pleurer, j'avais du théâtre, alors le théâtre ça prend beaucoup, le cinéma, l'écriture, donc comme c'était pas une nécessité, voilà. Mais je suis très heureux de l'avoir fait parce qu'à un moment donné j'avais presque envie d'abandonner, on m'a dit mais non, maintenant tu as le temps de le faire, fais-le. Et voilà, je suis très heureux de l'avoir fait, d'abord parce qu'il y a eu un très très bon accueil, mais même en dehors de tout, je me dis allez, j'avais un petit peu peur quand même quelque part, ça rappelait un petit peu aussi la période des Inconnus, même si j'ai travaillé la musique des Trois Frères, un peu plus récente. Mais C'est une plus forte mise en danger de soi, parce qu'on sent bien que vous portez cet amour de la musique depuis longtemps. On ah sent oui, que c'est un toujours. projet qui est abouti, qui est le fruit d'une évolution. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, c'est quelque chose qui me. Mais voilà, c'est toujours la peur de se décevoir déjà, puis après de décevoir, mais de se décevoir. Moi, je sais que je suis comme ça. Bon, comme beaucoup d'artistes, on est un peu tatillon et perfectionniste. Et je voulais vraiment que le projet me plaise, parce que dans la musique, bien évidemment, c'est comme au cinéma, il y a plein d'étapes, hein. Au cinéma, il y a l'écriture, après il y a la mise en scène, il y a le jeu, il y a le montage, et après même la promo d'ailleurs, qui fait partie du travail. Là aussi, pareil, dans la musique, bon, mais il y a déjà l'écriture de la chanson, voilà. Ensuite il y a les arrangements, et ensuite il y a aussi le son, le ton, l'unité entre toutes les chansons. Et après aussi, bien sûr, la pochette, et ça c'est un travail un peu différent, mais qui fait partie aussi du travail. C'est vraiment un petit château de cartes. Je dis pas que si par exemple la pochette est loupée ou une affiche est loupée, un film va à la trappe, mais enfin, il est arrivé parfois que des films, par exemple, si l'affiche était pas bonne ou la bande-annonce loupée, les gens passent à côté d'un film qu'ils ont aimé après. Quand il passait à la télé, par exemple. Donc il faut toujours se méfier, voilà, c'est une gageure, donc il faut aller jusqu'au bout. D'autant que c'est un pari qui me semble assez audacieux, tout simplement parce qu'on a perdu totalement cette veine de la chanson comique. Il y a une histoire de la chanson comique en France, il y a des grands noms, il y a Jean Sablon, il y a les frères Jacques, et Jean-Yann aussi. voilà, Jean-Yann évidemment. Bourvil aussi, bien sûr, Ouais. Fernandel, et après aussi des chansons, même Brassens, bien sûr, avec l'humour, Ferré aussi, je dirais même Gainsbourg, dans le Oui, côté non. deuxième degré, où le texte, voilà, frôle avec, ouais, avec de l'humour, ou alors on joue avec les mots. Je pense à Gainsbourg dans L-A, dans là, c'est un truc qui m'avait bien plu quand j'étais ado. T-I-T-I-A, c'était pas mal, c'est une manière d'ailleurs à apprendre aux enfants le E dans là. Je sais que C'est toi que je t'aime, les Inconnus, est étudié parfois dans les lycées, parce que c'est vrai que quand on tord le langage, c'est comme ça d'ailleurs qu'on le remet droit. Et là, c'est vrai que dans cet album-là, je me suis amusé un petit peu dans l'écriture, à essayer de me rappeler mes premiers amours, la poésie et l'humour. Quand vous dites que vos premières amours, c'est la poésie, en effet, on sent aussi dans vos paroles d'abord une culture classique que le public des Inconnus ne soupçonnait peut-être pas forcément. Il y a on le sent, des références littéraires. Qu'est-ce qui vous touche en poésie? Ah, on ne sait pas d'où ça vient, mais ça vient de très tôt. La poésie m'a toujours touché. Je pense que la poésie et l'humour, je le dis souvent d'ailleurs, sont des sœurs jumelles. C'est une manière un petit peu biaisée de voir la vérité, de voir la réalité, de l'embellir ou de s'en amuser. Je
je trouve très honnêtement que... Et alors, là, aujourd'hui, j'habite depuis quelques années un appartement à Montmartre qui était habité par un certain Alfred Sauvy, qui était un grand économiste, un mec d'ailleurs qui nous manque aujourd'hui, qui est un homme de gauche et avec un grand cœur et sincère. Je ferme la parenthèse. On y reviendra. Et en fait, dans cet appartement, je savais pas que c'est. Je dis, mais qui est-ce qui a. Je sentais les bonnes ondes. Pourtant, il était un peu pourri, ça faisait depuis longtemps qu'il n'était pas habité. Et en fait, il y avait deux choses dans les bouquins qu'il avait laissés, des choses, de la poésie et de l'humour. Il adorait Bierdac et tout. Et d'ailleurs, dans ses poètes préférés, il y avait Paul Valéry, et Paul Valéry était aussi un de mes poètes préférés. Donc, vous voyez, il y a des petits liens comme ça. Pourquoi Paul Valéry? Tiens, c'est marrant, ça. Parce qu'il peut y avoir, a priori, une forme de rigueur chez Paul Valéry. Oui, mais il y a une rigueur dans l'écriture des Inconnus. Il y a une rigueur dans le jeu. Moi, je suis quelqu'un d'assez... Il faut pas que ça se voit, surtout, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que ça paraisse simple, mais il y a un vrai travail. Je sais que Bernard et Pascal, on se ressemble là-dessus. Mais ça veut pas dire, la rigueur ne veut pas dire après de se laisser aller. Hein. Même, on parle d'Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud, c'était un premier de classe. Hein. C'était un type qui était très très fort. Hein. Au départ, après, c'est un génie. Mais Mozart, c'est pas juste le mec qui s'amusait dans les balles. Hein. C'est un type qui travaillait énormément. Je crois d'ailleurs que Mozart est mort à 37 ans. Je pense que c'est celui qui a laissé le plus d'œuvres, enfin des compositeurs. Donc c'est le mec qui devait bosser quand même beaucoup. Donc non, c'est le travail. Après, le travail, c'est aussi une passion. Hein. Nous, c'était une passion. Mais Paul Valéry, je sais que j'aime beaucoup. J'adore Paul Verlaine. Paul Verlaine, qui est un génie absolu, parce que alors, lui, ça paraît vraiment très simple pour moi. Eh ben, pour arriver à cette simplicité, il faut avoir un don incroyable. Peut-être un peu d'absinthe aussi de temps en temps, mais pas que. Mais Paul Valéry, ce que j'aime bien, c'est parce que j'ai découvert aussi la Grèce. J'ai fait du grec et du latin quand j'étais jeune, et il y a un petit côté comme ça, un héritage un petit peu de classique. C'est très ensoleillé en plus. Et là, j'étais en Espagne, je relis souvent les poésies de Valéry. J'adore le texte des grenades, où il compare la grenade qui explose comme ça avec le cerveau qui émet des pensées lumineuses. Alors, il fait le parallèle, c'est très 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 beau. Bon, je vous conseille de relire Charme de Paul Valéry, entre autres. Et l'humour, même dans Paul Valéry, on peut pas dire que ce soit comique, mais il y a quand même toujours ce deuxième degré. Cette comparaison entre le grenade et ben, l'humour, c'est un petit peu ça, hein, souvent. C'est essayer de prendre une chose grave et d'essayer de la contourner pour en rire, en sourire ou prendre de la distance. C'est important, ça. Et avec une forme de légèreté aussi. C'est ça qu'on retrouve dans vos chansons. C'est le mariage de l'ironie et d'une sorte de délicatesse. Oui, ce que vous venez d'exprimer. Ne pas prendre les choses avec gravité, ne pas se prendre au sérieux. On a l'impression que vous détestez ça, les gens qui se prennent au sérieux. Ça il me rend triste. C'est certain que oui, ça c'est vrai. Mais si on parle de culture classique, j'ai beaucoup aimé le grec, hein, plus que le latin, mais... Pourquoi? Parce que les Grecs sont des philosophes et les Romains des je juristes. Pense, cette légèreté, je pense par exemple au dialogue avec Socrate de Platon, Oui. il y a un humour incroyable, il y a une légèreté, tu oui. penses ça, alors d'accord, alors on va aller jusqu'au bout de temps. Et il y a un petit côté, voilà, les sophistes, c'est un petit peu les mecs, un peu, pas forcément des idiots, mais qui se prenaient très au sérieux. C'est aussi Molière avec les faux dévots. Parce qu'il y a les gens qui se prennent au sérieux au premier degré, mais il y a aussi ceux qui se prennent au sérieux pour bien vous entuber aussi. Donc heureusement que nous sommes là, nous, les bouffons du roi, qui étaient des gens d'ailleurs très respectés à l'époque, pour essayer un petit peu de faire un petit coup d'aïkido quand même dans l'histoire. Mais bon, c'est certainement inhérent à la nature humaine, mais il est certain que dans Le Nom de la Rose, c'est le rire qui veut supprimer, hein, c'est pas par hasard. Hein. Le rire, c'est peut-être le geste le plus révolutionnaire qui soit chez l'être humain. Hein. Oui, c'est peut-être pour ça qu'il est beaucoup plus difficile aujourd'hui, non? Oh là, aujourd'hui, il est menacé en tout cas. Il est menacé, ça c'est vrai. On n'a plus le droit de rire. C'est-à-dire que moi j'ai connu quand même les années 60 où il y avait vraiment il y a toujours eu des curés extraordinaires, mais il y a toujours eu des gens dans la religion notamment qui étaient sévères et qui en profitaient. Et là, ça a un peu disparu. Et il y a une nouvelle religion qui revient, c'est pareil, on n'a pas le droit de dire ça. Ah ben vous allez dire ça, vous m'avez blessé, vous m'avez fait ceci. Ouh, là, et en fait, c'est une dictature qui ne dit pas son nom, qui revient, quoi. Là, on serait bien embêtés, les inconnus, pour écrire nos sketchs aujourd'hui. Hein, Vous en prendriez de tous les côtés. ah ben, on connaîtrait le tribunal tous les jours. Salut Zemmour, salut, ça va? Salut, tu vas bien? Dupond-Moretti, ouais, ça va. On se croiserait.
Non, non, mais là on rigole, mais c'est vrai que c'est moins rigolo parce que c'est une forme oui, de dictature, on en parlait tout à l'heure. Sur quelle base? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous effraie dans cette dictature? C'est le fait de ne plus pouvoir rire de tout? C'est ce que ça signifie de la vision du monde des gens qui essayent d'imposer ça? C'est quoi? Je me souviens, Jean-François Kahn, qui est un peu lié au journal, avait fait une très jolie critique de ma chanson On peut plus rien dire à l'époque, et il dit c'est important d'avoir une chanson qui puisse soulever le couvercle. Et c'est vrai qu'il faut soulever le couvercle. Ça a toujours existé. Par exemple, les carnavals, ça permet au peuple de. Voilà, on inverse les rôles. Il faut un petit peu, même dans la vie privée, dans les couples ou en famille, il faut parfois dire les choses pour éviter peut-être que le jour où ça parte, ça soit vraiment. On ne peut plus faire marche arrière. Je pense que c'est le rôle d'ailleurs des humoristes aussi. C'est le rôle des poètes aussi. Hein. Les poètes, pourquoi même on parlait de chansons, pourquoi les gens écoutent, c'est parce que ça nous fait du bien un petit peu de sortir de cette réalité qui est de toute façon, voilà, on ne peut pas y échapper. Et là, j'ai l'impression qu'ils nous enlèvent petit à petit ce besoin de... Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a certaines chaînes, on parle de CNews, là j'ai vu, il y a certaines chaînes qui commencent à monter, parce que si on bloque, si tout le monde parle de la même couleur, ne nous étonnons pas que d'un seul coup, celui qui prend une autre couleur risque d'être écouté, mais cette autre couleur, il faut la surveiller aussi, vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que c'est toujours une question d'équilibre. Je crois que si on empêche les humoristes de parler, c'est pas bon. C'est pas bon parce que on les muselle et à un moment donné ça peut déclencher soit un mutisme total, ce qui est pas mieux, soit une explosion. Je disais tout à l'heure que vous aviez l'air enfin, que vous attaquiez tous ceux qui ont l'esprit de sérieux. Il y a plusieurs de vos chansons qui reviennent là-dessus. D'abord, qui parlent tout simplement on va dire, du paysage médiatique tel qu'il existe, des réseaux sociaux, des rapports entre les gens à travers ces réseaux sociaux, et aussi des rapports de pouvoir. C'est le rôle du bouffon, en effet, de remettre en cause les rapports de pouvoir là où ils sont. C'est bien ça. Oui, Mais c'est ça. surtout d'identifier où est le pouvoir, en fait. Oui, il faut l'identifier, mais et puis le pouvoir, c'est pour ça d'ailleurs que les démocraties ont fait en sorte que on ne puisse pas être élu ad vitam aeternam, c'est parce que la même personne, et on le voit bien nous-mêmes dans la vie privée, on a besoin de se remettre en question ou que quelqu'un nous remette en question. Parce que sinon, on va toujours trop loin. C'est comme ça. Et ça, on parlait de l'hubris, oui, on revient toujours à la culture un peu grecque et antique. C'est pareil, c'est-à-dire que. Et je crois que c'est les rois qui choisissaient leur bouffon, ils en avaient besoin. Hein. Le bouffon avait besoin du roi aussi, parce qu'on parle des choses sérieuses. Pourquoi les gens sont sérieux? Parce qu'il faut bien, il faut bien être sérieux à un moment donné. Il y a des choses quand même évidentes comme manger, respirer, diriger un pays. Il y a des choses, l'armée aussi, bien sûr, se défendre. Mais quand même. Oui, en même temps, pas que. Vous reprenez la phrase de Clémenceau. Ah oui, La guerre est une chose trop sérieuse pour la laisser aux militaires. oui, ça c'est une phrase qui me touche beaucoup, surtout que ça on en a parlé aussi très très bien sur cette guerre 14. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression de l'avoir faite, un peu comme beaucoup de gens de ma génération, on a été très marqués. Quand on voit quand même tous ces jeunes gens, là, on parle du virus aujourd'hui, mais putain, à l'époque, c'était tous les jours 1000 jeunes gens qui crevaient pour rien, pour 20 mètres d'avancée, et le lendemain, on perdait 30 mètres. Et tous ces généraux qui eux, n'ont pas risqué leur peau, comme on disait, et tout le monde acceptait ça. C'est pas vieux, hein, ça a à peine 100 ans, hein, c'est pas ce cataclysme qui a amené tout après, hein, qui a amené la Deuxième Guerre mondiale et tout, à mon avis. Oui, c'est un traumatisme dont la France et l'Europe ne se remettent pas. Ah, je crois, profondément. Je suis pas historien, mais je le ressens tout à fait. Je le ressens. Vous l'exprimeriez comment? Parce que vous dites que vous le ressentez, c'est-à-dire, c'est pas seulement le nombre de morts, c'est aussi l'intensité du massacre. Oui, et puis surtout, en plus, on pourrait se dire, tiens, c'était une guerre, peut-être parce qu'il y avait des aliens qui nous attaquaient. Mais là, c'est entre pays riches qui s'entretuent, bon, je ne sais pas pourquoi. Et puis surtout, je dirais, ce cataclysme qui arrive alors qu'ils s'y attendaient pas, c'est ça qui fait peur aussi. C'est pour ça cette histoire même de vaccins, de choses comme ça, faut toujours. Moi, je suis pas toujours, je vois pas tout en noir. Hein, c'est peut-être pour ça que j'ai besoin de rigoler. Mais bon, il faut toujours se méfier parce que ça démarre. On croit que ça va durer 6 mois et puis après ça prend des proportions. Bon, après, je sais que par derrière il y a toujours des vendeurs d'armes, des choses comme ça qui en profitent. Mais enfin, je pense qu'ils y préveillaient pas ça. Hein.
D'ailleurs, Guillaume II avait dit, parce que je fais un peu d'allemand, hein, j'apprends, j'adore les langues, il avait dit Da habe ich nicht gewollt, ça je ne l'avais Oui. pas voulu. Et ça, il devait être sincère, c'est-à-dire, bon, j'aurais bien voulu faire une petite guerre 70, gagner assez vite, mais il ne s'attendait pas à ce truc incroyable où après, ben voilà, c'est l'engrenage, on n'arrête pas, puis on arrête, puis on n'arrête pas. Et, et puis cet armistice, avec Rommel qui avait dit on n'a pas perdu la guerre, ils ont perdu 7-5 et ils vont nous mettre 6-0, parce que ça n'a pas eu lieu chez eux non plus, ça compte. Moi j'ai une petite maison depuis 30 ans à Daumier, qui est un petit village près de Soissons, entre Soissons et Villers-Cotterêts. On voit encore dans la forêt de Retz les restes des tranchées, et quand on voit tous les cimetières et tout. Et le pays, on sent bien qu'il est encore marqué par ça. Il y a l'abbaye de Lompont qui est encore, qui est très jolie, mais qui est encore en ruine, parce qu'elle a été détruite pendant la guerre. On ne se rend pas compte quand même comme le pays a été meurtri, alors que l'Allemagne n'avait pas été meurtrie. C'est pour ça qu'après, ils sont allés trop loin. En 1944, ils ont détruit toutes les villes allemandes pour leur montrer qu'il ne faut pas recommencer. Vous voyez, c'est pour ça que les gens sérieux me font rigoler. C'est vrai que c'est tellement sordide. Et c'est pas si vieux que ça, en fait. Et vous avez peur des haines qui montent Oui, bien sûr. Là, on sent dans vos chansons que ça aussi, c'est sous-jacent. Cette idée qu'on est dans une période de tension, de violence. Peut-être pas comme... Enfin, il n'y avait pas ça dans les années 90 quand les inconnus émergeaient. C'était pas du même ordre. Une bonne question. Alors, on parlait des réseaux sociaux, juste pour penser à ça. Je sais que les réseaux sociaux, c'est parce que maintenant tout le monde peut les lire, mais ils ont toujours existé. Moi, je me souviens quand on faisait certains sketchs, on recevait des courriers de haine. Mais bon, c'était du courrier. Bon, tandis qu'aujourd'hui, certainement, sur des sketchs comme Jésus 2 ou je sais pas quoi, ou plein de sketchs, on aurait reçu c'est pas drôle, c'est raciste. Même aujourd'hui, il y a des gens encore qui disent c'est raciste, c'est inconnu. Enfin là, ils se font taper sur les doigts très vite parce qu'on a l'avantage du temps. Et je sais pas, ouais. C'est-à-dire, on sent bien que. Moi, je dis la nature humaine, c'est comme un camembert. On parlait de réfrigérateur. Il vaut mieux le laisser au réfrigérateur. Si on le laisse dehors, de toute façon, ça va dégénérer, quoi. Donc c'est toujours une question d'équilibre. Après, il y a toujours aussi, enfin, je sais pas, je peux pas en parler, je suis pas historien, mais même d'ailleurs les historiens ne savent pas grand-chose. L'expérience, c'est une lanterne qui sert à éclairer derrière soi. C'est qu'il arrive des choses. Est-ce que c'est le hasard? Est-ce qu'on pouvait les prévoir? Est-ce que vous avez l'impression qu'avec les inconnus, quand même, vous avez réussi dans une ambiance qui était une ambiance de déconne aussi, mais de déconne en apparence justement légère, avec le sens du rire simple. Est-ce que vous avez réussi à pointer ce qui, petit à petit, allait s'amplifier? En tout cas, c'est vrai que je regarde des trucs, de temps en temps les sketchs, puis surtout les internautes qui disent vraiment que ça n'a pas vieilli. Mais c'est vrai que. Alors, le fait d'être à trois me permettait de toucher des sujets de société et de pas trop parler d'actualité. Je donne souvent l'exemple du sketch des vampires, où vraiment on fait les trois vampires qui prennent tous les impôts. Ça n'a pas vieilli en effet. Et en revanche, on avait mis des photos de Mitterrand, de Chirac, tout ça. Et les gens Édith allaient Cresson. putain, la vache, ils vont loin, ils vont loin. En fait, c'est ce qui a le plus vieilli. Il faudrait faire une mise à jour aujourd'hui. Mais oui, en fait, 30 ans, c'est beaucoup pour nous, mais en fait, par rapport à l'évolution de société, c'est peut-être pas beaucoup. En même temps, c'est 30 ans quand même de paix en France, hein, je parle bien sûr. L'Europe, il n'y a pas si longtemps que ça, au XXe siècle, a subi des troubles incroyables. Et c'est vrai que c'est ça qu'on craint. On se dit, tiens, on a eu de la chance, on est passé à travers. Bon, il y a eu d'autres conflits ailleurs quand même, mais disons que nous, en Europe, on a eu des problèmes un peu sociaux, bien sûr, des choses comme ça, mais on s'en sort pas mal. Mais c'est vrai que on sent que c'est toujours une question d'équilibre à garder. Et je sais pas, je suis pas historien, mais je me dis, bien évidemment, c'est pas l'attentat de Sarajevo qui a créé le truc, ça a été la petite peut-être étincelle. Mais moi, je me méfie après des gens qui disent, oui, on vous l'avait dit, on vous l'avait dit. Ouais, mais je sais pas. Je pense à mes enfants en tout cas. Oui, mais Jusque-là, tout va bien. voilà, on a une responsabilité de toute façon où qu'on soit. Et il me semble que j'allais dire la force, par exemple, de l'humour que vous avez distillé petit à petit des inconnus jusqu'à vos chansons, c'est justement d'appuyer cet humour
sur, j'allais dire, un regard à la fois critique et bienveillant. C'est-à-dire que c'est pas le même rire que celui qui a pu se déployer depuis quelques années, qui est un rire de, j'allais dire, moraliste. Le vôtre a autre chose. Oui, c'est le vrai rire. Hein. Le rire moraliste, bien sûr, c'est un rire de convention. Celui-là, il faut s'en méfier, mais ça, il existera toujours. Avoir de l'esprit, c'est savoir se moquer des autres. Avoir de l'humour, c'est se moquer de soi-même. Et là, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'esprit, ils savent se moquer des autres, mais se moquer dès qu'on... ça va plus. Et c'est pour ça que les inconnus perdurent aussi, c'est parce qu'on aimait toujours nos personnages. On essaie d'avoir un peu de recul là-dessus. Comme disait Épictète, on revient toujours au truc, c'est quand tu penses que c'est la faute de l'autre, tu te trompes. Quand tu te dis que c'est de ta faute, tu commences déjà à être un peu plus proche de la vérité. Et quand tu as compris que c'est ni de ta faute ni de la sienne, déjà tu es beaucoup plus proche de la vérité. C'est-à-dire que voilà, c'est comme dit Brassens, ne te moque pas de la prostituée, tu aurais pu être son enfant. C'est toujours avoir un peu de recul. Alors, bien sûr, ne pas être naïf et savoir donner des coups de griffe, et on en a donné, mais se dire un peu de recul, il faut maintenant essayer de... C'est pas parce qu'on va éradiquer les méchants qu'il n'y en aura plus, c'est curieusement, ils vont... Oui, mais vous vous moquiez aussi, à l'époque, des vaches sacrées de l'époque. C'est-à-dire que votre sketch sur l'art contemporain, Jack Lang, Choukaleshku, qui n'a pas pris une ride tout simplement parce que maintenant on a Jeff Koons, à l'époque, personne ne se moquait de cet art contemporain qui était considéré comme absolument forcément formidable. Je sais pas, peut-être qu'il y en avait déjà qui l'avaient fait. Je sais que des proches avant nous avaient fait des choses déjà très, très culottées, Coluche, tout ça. Peut-être que nous, notre style était différent parce qu'on filmait, donc c'est peut-être le style qui était nouveau. Mais je sais qu'à l'époque, même les Derman, notre producteur, nous disait c'est bien, vous faites des choses nouvelles et tout. Nous, on avait l'impression vraiment d'être des héritiers de toute façon. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois bien les gens, vous nous avez convaincu de faire ce métier et tout. Donc là, ça nous fait plaisir. Mais franchement, je suis très, très sincère là-dessus. On savait qu'on travaillait bien, mais bon, de là à être des révolutionnaires dans l'humour, non, d'ailleurs on ne l'est pas. On était vraiment, on a passé le témoin d'un truc qui devait déjà être, oui, présent avec Coluche. Alors que c'est vrai que Coluche, des proches, là aussi c'était des gens qu'on retrouve aujourd'hui, des gens seuls en fait. Alors que nous, le fait d'être à trois, ça nous a permis de faire les chasseurs, de faire l'hôpital, de faire même Jeff Koons, le côté avec l'intervieweur qui un petit peu lui cire les pompes et tout. Ah oui, tout à fait. Ouais, ça ouvre quand même d'autres perspectives. Et même dans le jeu d'interpréter, d'incarner les personnages. Le personnage de Chauvelcou, c'est vraiment... Oui, mais j'aime bien. Il profite. Il est fabuleux. Il est fabuleux. Mais c'est vrai que... Non, il y a aussi le personnage du rire sur Arte que j'ai revu il n'y a pas longtemps, qui est sordide. Là. Mon personnage, putain, mais j'ai du mal à me reconnaître. Mais qui me rappelle des profs qu'on a eus, vous savez, un peu libidineux, prétentieux. Comment vous les avez créés, ces personnages-là? Choukaleshku, comment il émerge, ce sketch? Je pense que c'est ce que je ressens aujourd'hui, je pense, et même dans les chansons, je l'ai ressenti un petit peu, c'est un besoin, c'est presque une nécessité de le faire, et je pense qu'après, les gens nous remercient. Ces temps-ci, je dois le dire, là, j'étais à Bordeaux, mais la frénésie des gens, quand ils me voient, quand ils parlent des inconnus aussi, bien sûr, mais des jeunes aussi, mais je sens que ça leur fait du bien d'avoir ce porte-parole. Et c'est vrai que déjà en famille, je faisais ça, moi, et beaucoup d'humoristes le ressentent, c'est que c'est une nécessité de se dire, ok, vous avez peut-être le pouvoir, ok, vous vous foutez de notre gueule, mais au moins laissez-nous bien, vous moquer de vous, mais de manière fine et intelligente, pour pas tomber dans la bassesse non plus. Et Chauvelcou, d'ailleurs, j'en fais pas un personnage vulgaire du tout, hein, c'est un mec très, 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 très malin et tout. Mais ce qui est drôle, c'est que je pense que quand les gens regardent ça, ils disent, ah oui, d'accord, on n'est pas dupes, on n'est pas dupes. Et je pense que c'est un peu les gens nous sont très redevables de ça, entre autres, on n'est pas les seuls, mais les inconnus, entre autres. Même dans les Trois Frères, quand on frappe l'huissier gentiment, c'est vrai que ça Vous fait avez du bien, fait du bien à beaucoup de monde avec ce le personnage. notaire qui dit les datatum temporis, hein, tu peux parler français avec ton jus de fruits. Voilà, c'est quelque chose moi qui m'a toujours, j'ai toujours vécu là-dedans, même ado, en famille, je me moquais de mon père, je me moquais de trucs quand ça allait trop loin, et ça créait souvent d'ailleurs un éclat de rire, ça pouvait faire une vexation sur le moment, et après j'ai une jeune fille de 10 ans qui a un petit peu su un peu cette filiation, et qui l'autre fois imitait ma mère avec la et c'est vrai, en fait c'est libérateur parce que
Oui, mais si je vous dis que je pense qu'en fait, vous êtes aussi bien à l'opposé du snobisme élitiste, du rire un peu, justement, du bel esprit dont vous parliez tout à l'heure, mais que vous êtes aussi à l'opposé de l'industrie du divertissement et qu'en fait, vous incarnez une forme de culture populaire. Vous le prenez comment? Oh, très bien, mais on le vit parfois difficilement. On est entre quotidien et touche pas mon poste. Et c'est pour ça que c'était France 2, notre chaîne affective. Et j'aime toujours le service public pour ça. C'est pas qu'il y a TF1 ou Canal, encore Canal aujourd'hui a changé, mais l'esprit Canal, il y avait des choses formidables, mais très vite, ils se sont pris un peu trop au sérieux. C'est-à-dire qu'on fait tout et n'importe quoi, c'était formidable. Ce qui n'a pas empêché d'avoir des choses formidables au début, bien évidemment, hein. Et pareil, TF1 aussi a fait des progrès, mais TF1, c'était, bon, ben, on va faire un truc sur Quasimodo, mais on va prendre Alain Delon dans Quasimodo, parce que sinon ça risque de choquer les gens. Et, enfin, je caricature un peu. Et ben nous, on se retrouvait un petit peu au milieu, dans le côté populaire, mais un peu à la... Allez, on va se faire plaisir, les gens Villard du comique. C'est-à-dire populaire dans le bon sens du terme, dans le sens où il y avait des sketchs genre, beaucoup plus larges, plus grand public. Après, dans les sketchs télé, ça nous permettait aussi de faire des sketchs un peu plus pointus. Alors les sketchs pointus, c'est assez marrant parce que d'un seul coup, on voit des gens qui sont très très fiers d'aimer ce sketch parce qu'ils savent qu'il y en a très peu qui le connaissent ou qui l'aiment. Mais et puis après, il va y avoir Est-ce que tu baises, Ingrid, est-ce que tu baises, voilà, qui est un public plus large. Mais à chaque fois, on l'a fait avec sincérité. On s'est pas dit, tiens, on va essayer de plaire aux 15-20 ans. C'est que ça nous plaisait. Et moi, je trouve, j'ai eu cette chance. Je remercie le bon Dieu d'être comme ça parce que je suis né comme ça. Je remercie mon père de m'avoir formé aussi comme ça, et ma mère aussi, qui est toujours de ce monde. C'est-à-dire, j'aime les choses un peu élitistes, et puis j'aime aussi les choses populaires, et qui sont pas du tout, c'est pas du tout paradoxal, hein, puisque dans les choses populaires, il y a des choses très très pointues, dans les choses élitistes, il y a du foutage de gueule aussi. Donc, mais bon, c'est vrai que les inconnus, on a un public très 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 large, hein. Ça va de la banlieue à Normal Sup. Oui, et surtout, ça rejoint, en gros, tous ceux que vous flinguez dans vos chansons, c'est justement tous ceux qui essayent d'avoir un public de niche, tous ceux qui essayent d'exploiter un filon. Oui, Il me oui, semble que... certainement. Mais alors après, oui, c'est ça, le filon, comme vous disiez, dans l'art. Après, chacun se défend comme il peut. Moi, j'ai eu la chance, en effet, d'avoir ce don et de rencontrer mes deux camarades, entre autres, et d'avoir une énergie. On se posait pas de questions, on savait que c'était vrai, quoi. C'était après que ça marchait. Comme disait Bernard, il y a Campan, il a une très belle formule sur le succès des trois frères. Il a dit, vous attendiez ce succès, et l'humour de Bernard, j'adore. Il dit, ben, on n'aurait pas eu de succès, on aurait été surpris, et le fait d'avoir du succès, on en est surpris. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on se posait pas la question, il fallait qu'on le fasse, quoi. Voilà. Et des regrets, vous en avez? Ça serait des regrets, comme je vous disais en début d'interview, j'aurais bien voulu travailler plus ma guitare, ou faire encore un autre truc à côté. À un moment donné, peut-être on m'avait proposé des rôles au cinéma, j'aurais pu les faire, mais comme j'étais concentré sur les inconnus, mais maintenant je me rattrape en tant qu'acteur. Voilà. Bon, c'est pas des regrets bien graves, mais c'est vrai que se dire que on a peut-être été un peu paresseux, enfin paresseux, oui. Là, vous... Enfin, oui. Il y en a un autre qui est un peu comme ça, j'ai l'impression, c'est Philippe Lachaud, qui est très très occupé avec son équipe. Et j'aimerais bien que Philippe maintenant commence à faire des rôles un peu en solo, dirigés par d'autres personnes et tout. Peut-être qu'il a peur aussi un peu, hein, c'est normal. Mais je pense qu'il a un vrai charisme, ce garçon. Il faudrait qu'il y pense maintenant, petit à petit. Philippe Lachaud qui a fait Babysitting 2. Oui, entre autres. Voilà, C'est-à-dire qu'il est très prolifique, puis il travaille avec très drôle. Tarek, avec son copain aussi, Oui. Uruti. Euh, Franchement, ils n'arrêtent pas. Mais en même temps, voilà. Moi, c'est un peu les inconnus aussi. Moi, je sais qu'à l'époque, dans la fin des années 90, on commençait à me proposer des rôles. J'ai quand même fait La Machine avec François Dupéran. Mais voilà, comme c'était très prenant. Voilà. Bon. Et là, maintenant, vous voyez les choses comment? Après ce disque, l'idée, c'est de continuer, c'est de proposer, d'aller un petit peu plus loin dans cette veine-là. Tout le monde, évidemment, attend un éventuel retour des inconnus, un truc qui... Il y a peut-être des choses qui vont se faire, on ne sait pas encore. Sur la musique, j'ai envie de continuer. Alors, soit un album,
Mais peut-être aussi, j'en ai déjà parlé, donc je peux en parler. J'ai vraiment, parce qu'on parlait de poésie, j'avais vraiment un projet de faire revivre la poésie par l'intermédiaire de rappeurs ou de slameurs. Et bon, c'est pas une idée, ça a été déjà fait, mais enfin, aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose à faire parce que d'abord, j'ai 3 maquettes qui sont formidables avec un texte de Villon, un texte de Rimbaud et un autre de Tristan Corbière, qui est un très très grand poète, un peu méconnu. Et je trouve que ce serait très très sympa, et moi j'aurais bien posé aussi d'ailleurs dans l'album. C'est un projet, je sais que certaines maisons de disques sont intéressées, surtout qu'elles ont écouté mon album. Ça ouvre, hein, toujours, il faut toujours démarrer, hein, c'est bon. C'est pour ça que je dis pourquoi tu te mets à la chanson, c'est souvent les gens avant disent ah oui, les inconnus, ah bah oui, c'est vrai. Donc, mais c'est normal, hein, parce qu'on est tellement abreuvé d'informations qu'on oublie, hein, qu'on ne sait pas, il faut dire les choses. Ce que nous disait Lederman d'ailleurs, il faut dire les choses, dites les choses. Dites que vous avez un Molière, dites que vous avez un César, et nous on est gênés, mais non. Euh, Même quand on saluait, une petite anecdote, on saluait les inconnus, parce qu'on parlait des inconnus, et alors on avait un succès fou, et puis les gens étaient là, assis, puis ils disaient avancez, avancez. Et on n'osait pas, parce qu'on dit toujours, les trois, on est un peu timides. Et on avançait comme ça, et le fait d'avancer, les gens se mettaient debout, ils faisaient standing ovation. Oui, parce qu'ils disaient, j'ai appris ça avec Claude François. C'est tout bête, parce que les gens sont timides aussi, et puis le fait d'avancer, ça les galvanise, et... Mais bon, alors ça, c'est des trucs de producteurs, mais les gens aiment ça, ils veulent ça. Et quand on dit on a eu telle récompense, ça nous gêne. Mais en fait, les gens sont contents d'entendre ça. Mais putain, c'est difficile quand t'es artiste. Aujourd'hui, avec la maturité, je peux le comprendre, mais c'est plutôt aux autres de le dire, c'est pas à nous. Vous avez eu l'impression d'être reconnu par le milieu artistique ou... Oh oui, Oui. oui, 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 quand même. Ouais. Oui, 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 bien sûr. Oui, oui, ça là-dessus. Y a pas... Après, vous parliez de niche, il y a des gens qui défendent leur précaré, bien évidemment. C'est un comique commence à être bon dans le tragique, putain, qu'est-ce qui va nous rester, tu vois. Bah, oui, mais sauf que justement, toute la question, c'est vous en avez fait des films, des rôles qui n'étaient pas forcément des rôles comiques. Oui, j'adore aussi. Bah, j'ai démarré par ça au conservatoire, hein. Bah oui. Bon, j'allais de Molière, mais après Dostoïevski, machin, tout ça. Mais après, il y a aussi une paresse aussi du métier hein, là-dessus. C'est pour ça qu'un monsieur comme Claude Berry, on le regrette un peu. C'est lui qui a eu l'idée de donner un rôle à Daniel Auteuil parce qu'il était dans les sous-doués pour les gens, hein, alors que ça se voyait que c'était un immense acteur. Après, je vous dis aussi ce que vous disiez très justement sur les niches. Il y a des gens qui aiment bien. Et puis, Je sais qu'il y avait Assayas qui m'avait proposé un rôle à une époque et on s'était très bien entendu. Et après, je sais que la production avait dit non, il n'avait pas osé m'appeler, mais bon, c'était pas le plus grand film d'Assayas, mais c'est quand même un grand réalisateur. Et je sais que c'était voilà, une histoire d'image. c'est ça, mais les plus grands rôles de Bourvil, c'est des rôles tragiques. Quoi, Enfin, c'est pas les plus grands, la Grande mais ils sont Vadrouille, immenses. Oui, Oui, mais la c'est Grande Vadrouille, immense. c'est Mais immense. c'est un acteur Mais le immense. miroir à deux Bourvil. faces, c'est fabuleux. Il est immense, Bourvil. Mais vous savez, quand il fait le mec qui tremble devant l'Allemand dans la. Ou alors quand il dit tout de même, je veux dire, c'est d'un tragique incroyable. Quoi. On rigole parce que la situation est drôle, mais le mec, et c'est dramatique. Quoi. Quand il tremble comme ça, il se dit ça y est, c'est fini, je vais mourir. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la beauté de ce film-là, c'est qu'on rigole, mais il y a toujours cet arrière-plan tragique. C'était audacieux d'ailleurs de la part de Gérard Horry, parce que là aussi les gens sérieux, non, on ne rigole pas de ça, si au contraire. Il faut savoir rire de ça, mais intelligemment. Rire de ça avec le rire de... Ouais, c'est ça. Vous n'auriez pas envie de vous lancer justement dans ce genre de projet, c'est-à-dire oser rire de ce dont on n'ose absolument pas rire aujourd'hui, aller gratter encore un peu plus loin. Oui, oui, ça m'intéresserait. Ce serait quoi? Vous iriez gratter quoi aujourd'hui? Je sais pas, j'ai une idée de scénario, je le dis parce que je ne la ferai pas, peut-être que quelqu'un le fera, mais moi c'est un truc humain qui me plairait bien, c'est quelqu'un qui est vraiment très front de gauche, ouais, mais vraiment sincère, hein, et qui gagne au loto. Une grosse somme. Et petit à petit, j'avais commencé à faire la... Petit à petit, il s'auto-persuadait, non, je vais pas donner de l'argent à cela, parce que... Et petit à petit, il devient vraiment, c'est Harpagon, quoi. Parce que... Et en fait, il donne toujours des raisons petit à petit, mais il faut, c'est un travail... minutieux à faire, mais humainement, c'est-à-dire qu'au début, il est très généreux, mais il s'aperçoit, mais si je dis ça, mais toi, ouais, pourquoi lui, pourquoi... Mais il n'a pas fait ce truc, non, je le garde pour l'instant en banque et j'attends de voir. On va pas m'avoir, parce que l'argent, il faut s'en méfier. Puis petit à petit, et en fait, il devient, voilà, il se sclérose, peut-être à cause de l'argent, parce que l'argent, c'est le diable, hein, et en faire un personnage qui thésaurise, qui à la fin meurt... sous son matelas avec tout son argent en disant voilà, le capital ne l'aura pas eu. Le capital, vous voyez, toujours rester fidèle, mais oui, Ça vous travaille cette question-là, parce qu'il y a une chanson sur la gauche.
Ah oui, bah oui, ritournelle oui. mélancolique. Ah oui, 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 Où est oui. passée la gauche d'antan? Oui, oui. D'ailleurs, après, j'ai vu, il y a plein d'articles où égale la gauche d'antan, oui, ça oui. C'est quoi la gauche d'antan pour vous? Bah, la gauche d'antan, c'est la gauche de ma grand-mère, c'est les cheminots qui font quand même la grève, là on parlait de Clémenceau qui a tué aussi des gens, mais enfin il faut quand même lutter, il ne s'agit pas d'être violent, mais il faut lutter, et puis il faut surtout, c'est ce qu'ont fait les inconnus, il faut faire aussi des choses un peu pour tout le monde. Les gens n'ont, quand je disais tout à l'heure d'ailleurs de la banlieue à Normal Sup, c'est que l'intelligence est partout. Et la façon d'accueillir les choses est partout. Et nous, on a quand même eu tout de suite un truc très très populaire, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre les gens pour des cons, non pas comme dans le sketch publicitaire, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on a falsifié les choses. Il y a des gens qui se disent de gauche, j'ai presque envie de me rouler par terre de rigolade en disant, bon, assume ton truc. De l'ancien régime, voilà. Parce qu'on a changé les mots, en fait. Hein. Avant, on disait la charité, maintenant, c'est la solidarité. Ça, c'est un petit peu... Oui, c'est... Il y a eu une sorte de tour de passe-passe. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de gens... Ah, ça a évolué, bien évidemment, parce qu'on parle de fascisme de l'époque. Et encore, les fascistes venaient de la gauche, hein, donc il faut se méfier Mais il y a des gens qui se réclament de la gauche et qui considèrent par exemple que l'humour des inconnus, ce serait un humour de droite. Peut-être, c'est possible. Qui aujourd'hui vont considérer que être de gauche, c'est condamner le supposé racisme caché dans un sketch, Oui, mais ça, c'est vraiment les gens de droite. Ça. Alors ça, c'est vraiment les mauvais curés dont je vous disais. Ça, c'est vraiment le nom de la rose. Ça, on peut toujours trouver, c'est pas bien ce que tu fais, tu iras en enfer, fais, fais 3 je vous avais et 2 inrecuptibles, et ensuite demande pardon. Non, mais c'est ça, c'est exactement le même, la même, même vecteur. Hein. C'est c'est le nom de la rose, on n'a pas le droit de rire. Parce que ça... Alors ils trouveront toujours des bonnes raisons, c'est pour ça que je parlais de cette idée de scénario, c'est que l'idée de base, c'est que la personne reste sincère jusqu'au bout, quoi. Et d'ailleurs, je pense que, comme disait la chanson de U2, ils sont dangereux parce qu'ils sont sincères, je pense que Robespierre était sincère jusqu'au bout, je pense que oui. Hein. Mirabeau, quand il le voit monter à la tribune pour la première fois, Oui, dit à son voisin, ce jeune homme ira loin, il croit à ce qu'il dit. Il croit ce qu'il dit, ouais, c'est très vrai. Et mais en même temps, oui, oui. Bah, je pense que Hitler, il devait être assez sincère avec lui. Je pense que Hitler, Dieu merci, on lui a pas laissé le truc, mais moi, je dis ça en rigolant, il aurait tué tous les Russes, et à la fin, il se serait tué lui-même. C'est une sorte de néant, c'est le diable un peu. Moi, je crois au diable. Moi. Je pense qu'il y a des trucs diaboliques comme ça. Et c'est pour ça que l'humour, je pense que... J'ai l'impression que c'est un des plus grands ennemis du diable, je pense. D'essayer de... Mais l'humour, hein, pas l'esprit, hein, l'humour. C'est-à-dire à un moment donné, pas toujours facile de faire un effort sur même, c'est un effort philosophique d'ailleurs. Hein. C'est de se dire, ouh. C'est pour ça que la poésie, pareil, la poésie, c'est... La terre est bleue comme une orange, c'est presque un gag, quoi. C'est beau, d'un seul coup, ça veut tout rien dire, parce que la vie, ça veut tout rien dire. Je vous rassure. Et vice-versa. Et vice-versa, exactement, pas mal. Écoutez, merci beaucoup. Merci pour cet entretien, Natacha. Et j'espère que... On ne sait pas si les inconnus vont se reformer. On se revoit, on se retrouve. Après, voilà, je suis toujours très très prudent. En tout cas, on est comme 3 frères, c'est vrai. Et il y a peut-être des choses on va voir. Même sur la scène, moi je voulais un petit peu relancer l'histoire de la scène, mais avec cette histoire de virus, pour l'instant, on laisse tomber parce qu'on ne sait pas quelle sauce on va être mangé. Mais voilà, je sais que Bernard Campan a fini son film, que j'ai vu, qui est super, avec Alexandre Jolienne. Donc ça lui tenait à cœur, parce que Bernard est quelqu'un de très... voilà, il a besoin de se soulager par rapport à ça. C'est un film qui lui tenait à cœur depuis longtemps. Donc voilà, d'un seul coup, on se revoit. C'est vrai que je ne vous cache pas que... Voilà, moi, je suis très heureux de les avoir au téléphone et de les voir aussi physiquement. On verra bien. Le temps passe. Voilà. Et d'ici là, on a un disque à écouter, Le Bourdon. Le Bourdon, oui, dont je suis très fier. Et vous pouvez. Mais c'est marrant parce que je commence à... J'étais dedans et déjà je suis sur le projet suivant, c'est dingue. Hein. On n'arrive pas à... J'ai profité quand même du moment, mais on est toujours ça. On a beau se dire d'essayer de profiter du moment présent, mais
C'est toujours la suite qui nous intéresse. Et ben nous, on va attendre le projet suivant. Merci Merci, beaucoup, Didier merci. Bourdon.